Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les rues brûlantes de Charleston, sous un soleil de plomb qui semble faire fondre l'asphalte, un garçon de 13 ans avance pieds nus, les semelles de ses baskets usées accrochées à son sac en lambeaux. Il s'appelle Noah Carter. Sa peau noire luit sous la sueur, ses mains sont calleuses, et son regard, vif et profond, capte tout ce qui l'entoure. Noah ne vit pas comme les autres enfants. Orphelin depuis l'âge de 6 ans, il a appris à se débrouiller seul. La mort de ses parents, victime d'une fusillade dans un quartier pauvre, l'a plongé dans un monde où la survie est un combat quotidien. Chaque nuit, il trouve refuge derrière les immenses poubelles d'un vieux cinéma abandonné, dans un recoin sombre où l'odeur de moisissure et de vieille terre se mêle à celle du pop-corn rance. Le jour, il arpente les trottoirs craquelés de la ville, jouant de son harmonica usé à l'ombre des grands chênes, espérant que les passants généreux lui lanceront une pièce. Il récupère les restes de pain oubliés sur les tables des cafés, les fruits flétris tombés des marchés, des bouts de carton pour faire un lit de fortune. C'est une vie dure, un quotidien de délaissé, mais Noah a développé une force intérieure que peu possède. Ce qui le rend vraiment unique, ce n'est pas seulement sa capacité à survivre, mais un don mystérieux, il peut lire les douleurs que les gens cachent. Derrière un sourire forcé, une posture raide ou un regard fuyant, il devine les blessures invisibles. Il parle avec la sagesse d'un vieil homme, même si son visage est encore celui d'un enfant, marqué par la vie mais pas brisé. Il connaît la valeur du silence, celle des mots qu'on ne dit pas, et il sait réconforter sans un geste, juste avec la présence. À seulement quelques kilomètres de ce tumulte et de cette rudesse, derrière de hautes grilles en fer forgé ornées de motifs baroques, s'étend un domaine qui semble venir d'un autre temps. La vie Emily Stanford, une jeune héritière blanche de 17 ans, qui n'a connu que la douceur et le luxe depuis sa naissance. Fille unique de Richard Stanford, magnate de l'hôtellerie mondiale, sa vie semblait toute tracée, succès, richesse, pouvoir. Mais un accident de voiture brutal a changé tout cela. Depuis ce jour fatidique, Emily est paralysée des jambes. Elle passe ses journées dans un fauteuil roulant luxueux, installée dans un manoir d'une beauté glaciale, où le parquet en chêne verni brille sans âme et les rideaux lourds étouffent la lumière du jour. Elle est entourée d'une armée d'infirmiers, de majordomes et de médecins qui s'occupent d'elle avec une rigueur presque mécanique. Ils s'assurent qu'elle prenne ses médicaments, qu'elle mange, qu'elle soit propre. Mais personne ne prend le temps de l'écouter vraiment. Pas ce qu'elle cache au fond d'elle. Pas le vide immense qui habite son regard quand personne ne regarde. Pas les larmes qu'elle retient pour ne pas décevoir. Pas le cri silencieux d'une jeunesse volée. Dans ce monde doré mais étouffant, Emily est une prisonnière de son propre corps, et chaque jour, elle sent le poids de son immobilité comme une chaîne invisible. Ce matin-là, la chaleur de l'été s'écrase sur Charleston comme une couverture humide. Le bitume fume sous les premiers rayons du soleil, et les oiseaux cherchent désespérément des coins d'ombre pour échapper à l'étouffement. Noah Carter, le ventre creux, les yeux à l'affût, flâne près du quartier riche. Il n'a rien mangé depuis la veille. Le sac qu'il traîne ne contient que quelques bouchons, un carnet froissé, et son harmonica le seul objet qui ait appartenu à son père. Il sait que dans ce quartier, les poubelles cachent parfois des trésors, une part de tarte à moitié entamée, un jus encore frais, des sandwichs que les enfants gâtés n'ont même pas touchés. Mais ce matin-là, quelque chose le pousse à aller plus loin. Une sorte d'instinct. Une curiosité irrépressible. Il longe un mur de pierre blanche couvert de lierre, repère un renfoncement dans lequel il peut s'agripper, et grimpe, malgré la brûlure des pierres sur ses mains. Arrivé au sommet, il jette un coup d'œil prudent de l'autre côté. Et il s'arrête net. Un jardin. Mais pas un simple jardin. Un paradis vert, parfaitement entretenu, silencieux comme une église. Des buissons taillés en forme d'animaux, des fontaines murmurantes, des roses aux couleurs irréelles. C'est un monde qu'il n'a vu qu'en rêve, ou à la télévision des vitrines. Son cœur bat un peu plus vite. Il hésite. Mais il saute. Ses pieds nus atterrissent sur une pelouse douce comme de la soie. Il avance à pas lents, fasciné. Tout semble irréel ici. Le calme, l'odeur de fleurs exotiques, le chant discret de l'eau. Il marche le long d'un chemin de pierre blanche jusqu'à apercevoir une grande terrasse,
à demi ombragée par des voilages blancs qui dansent au vent. Et là, il la voit. Assise immobile dans un fauteuil roulant moderne, une jeune fille le regarde. Elle a les cheveux blonds noués en une tresse lâche, un livre fermé sur les genoux, et des yeux clairs, mais froids comme la glace. Elle ne crie pas. Ne sursaute pas. Elle le fixe. « Tu n'as pas le droit d'être ici », dit-elle d'une voix tranchante, presque mécanique. Noah s'arrête. Son instinct de survie lui murmure de fuir. Mais quelque chose, dans la solitude de cette fille, lui parle. Il ne voit pas une menace. Il voit une prisonnière. Alors il répond, sans agressivité, mais avec une étrange lucidité. « Et toi ? Tu crois que t'as envie d'être là ?» Elle fronce les sourcils, visiblement déstabilisée. Personne ne lui parle comme ça. Pas les médecins. Pas le personnel. Pas les adultes qui la traitent comme une poupée fragile. Ce garçon venu de nulle part, sale, pieds nus, ose briser la porcelaine de son univers aseptisé. Il avance de quelques pas, sans peur. Puis, sans un mot, il s'assoit sur les dalles tièdes, juste à bonne distance. Il sort lentement un vieil harmonica cabossé, qu'il essuie du revers de sa manche. Puis il ferme les yeux, et commence à jouer. La musique est douce, vibrante, étrange. Ce ne sont pas des notes précises, mais des émotions brutes. La mélodie semble flotter dans l'air comme une caresse oubliée. Émilie tressaille. Elle ne comprend pas, mais elle ressent. Cette musique-là, c'est ce qu'elle n'a jamais pu dire. C'est l'écho de sa propre douleur, transformée en souffle. Elle le fixe, troublée. Ce garçon, qui ne possède rien, vient de lui offrir ce que personne ne lui a jamais donné, un moment de vérité. Quand il cesse de jouer, le silence est plus fort encore. Elle devrait appeler quelqu'un. Crier. Lui ordonner de partir. Mais elle ne dit rien. Et contre toute attente, elle ne le fait pas chasser. Les jours passent. Puis une semaine. Puis 2. Et Noah revient, toujours en cachette, toujours à la même heure, juste avant que les domestiques ne commencent leur ronde. Il arrive par l'arrière, escalade le mur avec agilité, contourne les capteurs de mouvement qu'il a appris à éviter. C'est devenu un jeu. Un rituel secret. La promesse silencieuse qu'il sera là, encore. Émilie, au début, faisait semblant de ne pas attendre ses visites. Elle gardait son livre ouvert sur les genoux, son visage impassible. Mais au fond d'elle, chaque matin, elle espérait ce moment-là. Ce moment où le monde extérieur viendrait frapper à sa prison de porcelaine. Et Noah, avec ses mots crus, son rire libre, et son regard qui voit tout, devenait peu à peu ce que personne n'avait jamais été pour elle, un miroir sans pitié, mais sans jugement. Il lui parlait de la rue comme d'un territoire sauvage mais vivant. Il décrivait les cris du marché aux poissons, l'odeur du pain brûlé, les disputes des vendeurs ambulants, les gamins qui couraient entre les voitures. Il parlait de tout ce que la vie avait d'imparfait, de sale, de vibrant. Et dans ces récits, Émilie entendait pour la première fois autre chose que la perfection figée dans laquelle elle vivait. « Tu sais quoi ?» disait-il un jour, assis en tailleur à ses pieds. « Moi j'aime le chaos. Parce que dans le chaos, t'as le droit d'exister. Même en vrac. Même bancal. » Elle, de son côté, osait enfin parler. De ses douleurs fantômes. De ses nuits sans sommeil. De ses souvenirs d'avant l'accident, qui la hantaient. Du rire de son père, désormais silencieux. De ce fauteuil, qu'elle appelait « mon cercueil à roulettes ». Je suis un objet de décoration, Noah. Une plante malade qu'on arrose chaque jour sans savoir si elle est encore vivante. Un jour, elle craque. Il faisait lourd ce matin-là. L'orage menaçait au loin, et le ciel semblait peser sur la ville. Émilie hurle. Une rage froide, longtemps contenue, explose d'elle. Elle frappe de ses poings faibles les accoudoirs de son fauteuil. Les larmes coulent, épaisses, sans élégance. Elle tremble. Je ne sers à rien. Tu comprends ça? Rien. Je suis un débris. Un reste humain. On me regarde comme si j'étais déjà morte. Tu crois que je peux inspirer qui que ce soit? Je suis fini, Noah. Fini. Un long silence suit. Noah ne bouge pas.
Il l'observe. Puis ses yeux glissent lentement vers ses jambes inertes. Et il murmure, presque dans un souffle. Moi, je te guéris avec tes restes. Émilie éclate d'un rire sec, amer, tranchant comme du verre brisé. Mes restes? Tu veux dire quoi? Mes miettes? Mes déchets? Mes illusions fracassées? Noah secoue la tête. Il ne rit pas. Il ne sourit pas. Il la fixe avec une intensité rare, presque sacrée. Non. Je parle de ton cœur. De ce que t'as laissé pour mort. Les morceaux de toi que t'aimes plus. Ta colère. Ton silence. Tes rêves que t'as étouffés. Donne-moi ça. Avec ça, moi je fais marcher une reine. Elle reste figée. Le souffle suspendu. C'est la première fois depuis des années qu'elle entend une phrase qui ne cherche pas à la consoler. Qui ne la traite pas comme une victime. Mais qui l'élève. Un silence lourd s'installe, mais ce n'est plus un silence de vide. C'est un silence de transformation. Pour la première fois depuis des années, Émilie ressent une étincelle. Pas une promesse de guérison. Pas une illusion. Mais une possibilité. Un battement d'âme. Un souffle de vie. Et ce souffle venait d'un garçon pieds nus, sans maison, sans rien, sauf peut-être la seule chose qu'elle avait perdue, la foi en ce qui reste. Noah n'est pas médecin. Il n'a jamais mis les pieds dans une salle de classe. Il ne sait pas lire les radios, ni interpréter les IRM, encore moins prescrire un médicament. Mais chaque jour, il revient. Toujours à la même heure. Toujours discret. Il ne porte pas de blouse blanche. Il ne parle pas avec des termes scientifiques. Il ne promet rien. Il parle avec son cœur. Il s'installe à ses pieds, s'assoit en tailleur, et commence à raconter le monde à l'envers. Un monde où le ciel n'est pas toujours bleu, mais toujours ouvert. Un monde où les plus abîmés peuvent encore créer du beau. Un monde où marcher ne signifie pas avancer avec les jambes, mais avec l'âme. Il fait rire Émilie jusqu'à ce que ses joues douloureuses se souviennent qu'elles savent sourire. Il lui lance des défis absurdes. Aujourd'hui, tu bouges ton orteil. Demain, tu fais un marathon dans ta tête. Je t'attends sur la ligne d'arrivée. Elle lève les yeux au ciel. Mais elle essaie. Par jeu. Par défi. Par espoir. Un jour, il lui tend une plume. Tiens-la dans ta main. Ferme les yeux. Imagine que tu peux la sentir tomber sur tes pieds. Imagine ton corps se réveiller. C'est ridicule. Mais ça marche. Parce que Noah ne soigne pas les jambes. Il soigne la honte. Le rejet. La peur. Il lui dit souvent. Ce qui t'a brisé, c'est pas l'accident. C'est le regard des autres. C'est la solitude. C'est l'idée que t'es plus utile. Mais tu respires encore, Émilie. Tu sens encore. T'as mal? Parfait. C'est la preuve que t'es vivante. Et puis, les premiers miracles arrivent. D'abord, ce n'est rien. Un frisson, un fourmillement au bout des orteils. Émilie n'ose pas en parler. Elle croit avoir rêvé. Mais le lendemain, ça revient. Plus clair. Plus net. Un spasme involontaire. Le petit doigt de pied gauche, qui bouge d'1 millimètre. Le jour où cela se produit, Noah s'accroupit devant elle, ses yeux brillants. Tu vois? Je t'avais dit. Le reste, c'est de l'or, pas des miettes. Le docteur Lewis, médecin personnel d'Émilie, finit par s'en apercevoir. Il examine ses jambes longuement, sans comprendre. Il parle de réactivation partielle, de réponse neuromusculaire atypique, de microsignaux spontanés. Mais au fond de lui, il est perplexe. Il note dans son dossier une phrase discrète, réaction inexpliquée. Observez l'évolution. Émilie, elle, sait. Ce n'est pas la science. Ce n'est pas une injection. Ni une thérapie. C'est la présence. C'est Noah. Mais leur monde fragile vacille lorsqu'un soir, Monsieur Franklin, le majordome, découvre la vérité. Il observe à distance ce garçon inconnu, aux habits usés,
assis en train de faire rire sa jeune maîtresse avec des sons d'harmonica. Il blêmit. Le lendemain, il confronte Émilie, les bras croisés, la voix tremblante de colère. Mademoiselle Émilie. Ce garçon. C'est un vagabond. Un intrus. Il n'a rien à faire ici. Je vais appeler les autorités. Mais Émilie, droite dans son fauteuil, lève la voix pour la première fois depuis des années. Vous appelez la police? Alors vous m'arrachez la seule chose qui m'a fait sentir vivante depuis 3 ans. Ce garçon m'a rendu mon souffle, monsieur Franklin. Et aucun d'entre vous, avec vos gants blancs, vos pilules et vos horaires, ne l'a fait. Le silence tombe dans la pièce. On n'entend que le tic-tac de l'horloge. Le vieux majordome, bouleversé, baisse lentement la tête. Il la regarde longuement, et murmure. Très bien, mademoiselle. Mais il faudra l'annoncer officiellement à votre tuteur. Émilie, d'un courage qu'elle ne se connaissait pas, demande à rencontrer monsieur Harrison Stanford, son père adoptif, homme d'affaires rigide et distant. Elle le regarde dans les yeux, posé, ferme. Je veux que Noah vive ici. Qu'il ait une chambre. Qu'il soit traité comme n'importe qui. Je ne négocierai pas. Le vieil homme la fixe, surpris par cette assurance nouvelle. Après une longue minute, il soupire, secoue la tête, et signe l'autorisation. Et ainsi, Noah quitte la rue. Il reçoit une petite chambre de service au fond du couloir ouest. Un lit propre. Un tiroir. Une lampe à lui. Il prend sa première vraie douche chaude depuis des mois. Il mange à table. On lui sert un plat chaud. Il ne sait pas par quel couvert commencer, mais il rit de bon cœur en renversant son verre. Émilie, elle, le regarde avec une admiration discrète. Ce garçon n'a pas changé le monde. Mais il a changé le sien. Noah, malgré sa timidité, s'habitue. Il parle. Il rit. Il partage sa vision du monde à la cuisinière, au jardinier, au personnel du manoir. Il a encore les pieds nus parfois, et des trous dans ses chemises, mais il rayonne. On commence à l'appeler le poète du couloir, le gamin en miracle, le garçon qui fait sourire mademoiselle Émilie. 6 mois plus tard, dans la même maison au volet blanc battu par les vents chauds de Charleston, un miracle se produit. Émilie, la jeune fille aux jambes muettes depuis 3 ans, réussit à se lever. Pas longtemps. 3 secondes. 3 petites secondes. Mais pour elle, c'est une éternité. Une victoire. Un cri silencieux contre la fatalité. Noah, posté à quelques pas, pousse un hurlement de joie. Il applaudit comme un enfant qui découvre Noël pour la première fois. Il court vers elle maladroit, pieds nus, les yeux brillants et l'entoure de ses bras frêles. Émilie fond en larmes, pas de douleur, mais de reconnaissance. De renaissance. Ce jour-là, ils savent tous deux que rien ne sera plus jamais comme avant. Quelques semaines plus tard, Émilie prend une décision audacieuse. Elle rassemble les avocats de la famille, les anciens collaborateurs de son père, et convoque une conférence dans la grande salle du manoir. Devant eux, elle annonce la création de The Remainder Foundation, la fondation des restes en hommage aux mots que Noah lui a dit ce jour-là, alors qu'elle voulait abandonner. Je te guéris avec tes restes. Ce nom dérange certains. Trop brutal, disent les uns. Trop mélancolique, disent les autres. Mais Émilie tient bon. Elle veut que le monde entier comprenne que la beauté peut naître du rebut. Que la lumière jaillit souvent là où l'on pensait que tout était mort. 1 an plus tard, dans un quartier abandonné du nord de la ville, un ancien hôpital est transformé. Le bâtiment, autrefois froid et lugubre, est maintenant éclatant de couleurs. Les murs sont couverts de fresques peintes par des enfants. Des sons de tambours, de rires, de voix et de danse résonnent jusque dans les couloirs. Le centre accueille des enfants en fauteuil roulant, des adolescents issus des foyers d'accueil, des artistes ayant sombré dans la dépression, des vétérans, des poètes déchus, des mères seules. Personne n'est jugé. Chacun arrive avec ses restes, et ensemble, ils reconstruisent un monde. Émilie, maintenant âgée de 18 ans, dirige la fondation. Elle marche encore difficilement, mais debout. Droite. Sa voix est posée, forte. On sent en elle une autorité nouvelle. Mais à ses côtés,
Toujours, il y a Noah Carter, 14 ans, qui n'a jamais remis de chaussures, qui continue à porter des chemises trop grandes, mais dont le regard, lui, a grandi. Il anime des ateliers d'expression corporelle, où les enfants apprennent à faire parler leur douleur par les gestes. Il n'enseigne pas la technique. Il enseigne la vérité. Il leur dit: si tu peux pleurer avec ton épaule, alors danse. Le jour de l'inauguration officielle, des dizaines de journalistes sont présents. Ils veulent savoir. Comprendre. Ils cherchent une méthode, une thérapie nouvelle, un protocole. Une femme, élégante, de la presse nationale, prend le micro et demande: Emily Stanford, pouvez-vous nous dire quel est le secret de votre guérison? Est-ce une technique révolutionnaire? Un traitement expérimental? Une innovation médicale? Emily sourit. Elle se tourne vers Noah, toujours debout dans l'ombre. Elle l'invite à venir. Puis elle pose sa main sur son épaule. Avec une douceur et une fierté immense, elle répond: non. Ce n'est pas une technique. C'est un garçon des rues. Il m'a tendu un miroir au moment où je voulais disparaître. Il m'a dit que j'étais encore là, dans mes restes. Et vous savez quoi? Il avait raison. Silence dans la salle. Noah regarde les caméras. Il n'a pas appris à parler devant les foules. Alors il ne dit qu'une phrase. Le cœur, c'est comme une chanson. Faut juste que quelqu'un l'écoute. Les gens applaudissent. Certains pleurent. D'autres filment. Mais Emily, elle, ne regarde que Noah. Et elle se dit, dans un coin de son cœur: il m'a sauvée. Et ensemble, on sauvera d'autres.